Bien, bonsoir à, Ah, bonsoir à tous. Cette réunion, comme vous le savez, a pour objectif, étant la dernière réunion qui marque notre centenaire, de réfléchir à deux questions. D'une part, à la question de la géopolitique qui organise notre solidarité avec les pays où les écrivains sont en situation de difficulté, soit en prison, soit éventuellement poursuivis par les autorités de ce pays, mais aussi de réfléchir au type d'obstacles à la liberté d'expression qui existent dans nos pays et particulièrement en France. Donc nous voulons articuler cette double chose parce que trop souvent on est amené à faire des communiqués de solidarité avec les écrivains d'un pays, et on a raison de le faire, mais en même temps on se dit bon ben est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir de façon plus élaborée à l'articulation de ces communiqués avec une réflexion d'ensemble sur la liberté d'expression dans la planète, et c'est l'un des objectifs que nous poursuivons ce soir. Donc, si on se pose le problème de ce qui se passe à l'échelle de la planète, on est bien obligé de différencier ce qui se passe dans des dictatures et ce qui se passe dans des pays qualifiés de démocratiques comme le nôtre. Donc, c'est ça que nous allons essayer d'explorer. Euh, Jean-Philippe Domecq a préparé une petite introduction. Moi-même, j'en ai préparé une deuxième que je dirai après la sienne. Donc, je lui laisse la parole. Et donc, la parole est à Jean-Philippe Domecq. bonsoir. Donc, ce soir, le Pen Club français, comme vient de le dire son président Antoine Spire, parachève son année de centenaire qui fut particulièrement riche en débats et tables rondes, tant sur la culture que sur la liberté d'expression. La discussion sera d'autant plus ouverte qu'elle l'est au sein de notre Pen Club en permanence. Ce que je vais vous résumer brièvement n'est donc qu'une voix parmi d'autres. Il s'agit de mettre à jour les principes qui sous-tendent nos interventions sur les plans national et international, étant entendu que les principes sont nécessairement évolutifs au rythme du monde. National et international. Et aussitôt, ces deux plans nous font discerner deux situations des droits humains. Il y a la persécution et il y a l'oppression. Le Pen Club a pour charte et mission première de défendre la liberté d'expression partout où elle est persécutée. Mais s'il n'y a pas persécution dans les pays d'état de droit, il peut y avoir oppression. Sur ce plan, le Pen Club français a des alertes particulières à soumettre aux autres Pen Clubs nationaux et à l'opinion publique, parce que la France est à la pointe d'une oppression qui étonne les autres nations. Ce pays, comme aucune autre démocratie, a déjà la spécificité de confondre de gros intérêts privés avec les structures publiques et les canaux médiatiques dans sa promotion d'une production artistique et littéraire qui peut ainsi bloquer la liberté de son évaluation critique. On n'en donnera qu'un exemple, parce qu'il est aisément perceptible parmi des milliers. Lorsque, au nom de la solidarité internationale qui nous concerne éminemment en tant que citoyens du monde, un artiste américain, Jeff Koons, offrit une sculpture à Paris meurtrie par les attentats terroristes, il ne fut pas possible de signifier que le dit cadeau était encombrant, non pas tant par son poids, mais surtout par sa lourdeur formelle, et donc par le décalage béant et blessant entre la puérilité esthétique de l'œuvre et ce dont elle est censée consoler Paris. Ce ne fut pas possible au nom de la liberté d'expression, pierre angulaire de notre état de droit, évidemment. Mais doit-elle être absolutisée au point de museler la liberté d'esprit critique, tout autant fondatrice de nos droits? Au point que nos représentants politiques sont priés de se taire, sous peine d'être accusés d'ingérence. Or, interdit-on au ministre de l'économie de s'opposer à la fermeture d'une usine? On pourrait multiplier les exemples frappants de ce jeu devenu pervers qui involue la liberté en oppression culturelle.
Si, par exemple, en Hongrie, le gouvernement nationaliste a décidé de décider par lui-même de ce qui s'exposera ou pas dans les lieux d'art, force est de constater que la collusion entre de grandes fortunes et les institutions, la presse et les médias restreint nettement l'offre culturelle. C'est une part de ce que l'on peut appeler l'âge de la liberté sans choix, avec la culture contre la culture. La question, pour être culturelle, n'est pas mineure. La France n'aurait pas dû oublier que les romans idéologiques d'avant-hier préparent l'opinion aux pamphlétaires d'hier qui imposent leur délinquance intellectuelle au débat politique d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à plus grave, car concernant toute l'information. Ce pays a vu la mainmise de puissance d'argent sur tant de médias que le but idéologique de cette mainmise se voit à ses dégâts désormais irrémédiables. D'un mot que tout le monde sait, l'empire médiatique concentré par certaines grandes fortunes a imposé au débat politique un détournement de la fondamentale question de l'économie politique vers celle des flux migratoires. Ce type de détournement est vieux comme la stratégie de tous intérêts d'argent, mais n'est plus signalé, donc encore moins publiquement déconstruit, au motif que parler des puissances de l'argent serait d'un autre âge. Le Pen Club français estime donc de son devoir de demander aux forces politiques d'expliciter leur programme pour veiller à un retour de la pluralité des opinions par la pluralité des canaux médiatiques. Sur le plan international, à présent, où s'exerce notre mission prioritaire. Comme vient de le rappeler Antoine Spire, tout communiqué et intervention en liaison avec les autres Pen Clubs nationaux implique évidemment une préconception géopolitique des forces en présence dans le monde. L'alerte pour défendre les auteurs et citoyens persécutés dans leur droit d'expression est dûment informée. Nous en avons l'information. Et cette année, nos tables rondes sur les Ouïghours, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, tant d'autres, hélas, ont permis d'intervenir ponctuellement. Et le ministère des Affaires extérieures a prêté attention au cas qu'Antoine Spire, notre président, a pu lui exposer. Mais la collecte des faits, la collecte informée des faits est déséquilibrée puisque les nations d'État de droit ont les moyens de dénoncer leurs propres fautes à cet égard, tandis que les autocraties, empêchant la libre information, font disparaître la plupart de leurs faits et méfaits. Cela conduit trop souvent à une critique unilatérale des démocraties. Et cela masque un européanocentrisme inaperçu, puisqu'il laisse entendre que les régimes oppresseurs et les peuples opprimés, corrompus et corrupteurs, le sont par culture. C'est pourtant en fonction de, je cite, l'insociable sociabilité de l'homme et de tous les hommes, énoncé par Kant, qu'on a pu fonder philosophiquement l'ONU. C'est donc en fonction de quoi nous devons demander aux pays qui font la leçon à nos démocraties de donner leur exemple. Dans la situation présente, il y a bel et bien des nations dont le programme géopolitique est l'implosion des droits de l'homme. Ils méritent que l'on explicite leur géopolitique implicite. Force fut de constater que le progressiste président américain Joe Biden, par exemple, fut 1000 fois plus critiqué que la minorité afghane au pouvoir qui a volé à son profit les investissements massifs que les nations démocratiques avaient produits pendant 20 ans pour l'éducation, les universités, la santé, les infrastructures, l'initiative et le développement économique. Ces investissements n'étaient pas utopiques, puisqu'en ce moment, tant d'Afghanes et d'Afghans font preuve d'une résistance admirable au nom des droits de l'homme et de la femme. Je vous propose donc de terminer en saluant leur exemple civilisationnel. Merci de votre attention. Merci Jean-Philippe. Alors moi, je voudrais revenir sur quelques points abordés par Jean-Philippe, mais aussi quelques points qui ont été abordés dans la discussion du texte que le Pen Club s'apprête à publier concernant
la question des libertés d'expression dans nos pays. Les quelques critiques de membres de la direction du Pen Club qui ont été publiées, qui ont été envoyées aux uns et aux autres, concernent le fait que le Pen Club ne devrait pas s'engager en politique. Ça m'a été dit de façon explicite par quelqu'un, puisque quelqu'un qui avait des réticences par rapport au texte que je vous ai proposé avec Jean-Philippe. Et moi, je voudrais revenir sur cette question de savoir si le Pen Club fait de la politique ou pas. Et je répondrai que oui, le Pen Club fait de la politique. Et qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt quand on se solidarise avec des écrivains qui sont empêchés, dans quelques pays que ce soit, quand on réfléchit aux conditions dans lesquelles la liberté d'expression se manifeste dans notre pays, on fait de la politique. Je crois que dire que le Pen Club est apolitique me paraît une absurdité compte tenu de ce qu'est notre pratique. Alors, essayons d'analyser maintenant cette politique que nous pouvons faire. Ce n'est pas une ligne politique, c'est la possibilité d'un éventail de positions politiques, donc d'un éventail de positions politiques pluralistes, diversifiées, mais dans un cadre qu'il faut bien préciser. Alors, quelles sont les grandes tendances de la politique de la liberté d'expression sur la planète? Je voudrais d'abord qualifier la domination russe comme une domination préoccupante et une réflexion sur la manière dont les écrivains qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir de Poutine sont traités. Écrivains et journalistes, et aussi militants d'ailleurs, éventuellement en opposition. Nous avons déjà parlé de cette question, de la qualification d'étranger pour toute expression dont les moyens ont reçu de l'argent étranger, empruntant à la structure, au fond, pluraliste même des pays étrangers. Donc c'est une situation très étonnante, c'est-à-dire que pour disqualifier une position politique qui n'est pas acceptable pour M. Poutine, on qualifie l'opposition d'étranger, d'agent de l'étranger. Je crois que c'est une question absolument centrale aujourd'hui, parce que la Russie fait exemple, fait modèle. Et on voit par exemple le Venezuela, Cuba, cette semaine, depuis hier, le Vietnam. J'ai eu communication d'un texte qui a été publié à l'occasion de la mise en prison d'un journaliste et d'un écrivain vietnamien. Ce texte des autorités vietnamiennes dit que ces écrivains et ces journalistes sont en collaboration active avec l'étranger. On voit que l'argument est le même. Et l'argument est avancé maintenant pour quelqu'un qui n'a pas la même opinion pour essayer d'empêcher au fond, son expression libre. Deuxième pays qui domine de cette façon la géopolitique de la critique ou l'empêchement de la liberté d'expression, c'est la Chine. Bon, nous le connaissons, nous en avons déjà parlé à propos des Ouïghours. Je voudrais ajouter un point à ce qu'a dit Jean-Philippe. Évidemment, il y a ce que nous avons fait comme analyse de la situation des Ouïghours, la parole que nous avons donnée à Dinour le 15 novembre, et aux poètes que, je dirais presque par miracle, nous avons pu aider à obtenir le droit d'asile en France. Pourquoi par miracle? Parce que Madame Dinour nous a saisi de la présence de ce poète en Yougoslavie, que nous avons, à Belgrade, pardon, en Serbie, nous sommes intervenus, je suis intervenu auprès de l'ambassadeur. Devant les réticences de l'ambassadeur, j'ai écrit au ministère des Affaires étrangères et, miracle, il m'a répondu et il a demandé à son ambassadeur à Belgrade d'agir pour ce poète. Et nous avons eu, nous, dans une réunion le 15 novembre, à laquelle la plupart d'entre vous étaient, la présence de ce poète qui était, au fond, qui a reçu le droit d'asile, au fond, pour une fois, grâce au Pen Club, qui avait fait cette démarche. Voilà, je crois que c'est notre vocation et qu'on est en face d'un pays avec la Chine qui poursuivait dans des conditions épouvantables. Il fallait agir d'urgence parce qu'il était poursuivi à Belgrade, en Yougoslavie. Et en fait,
toutes les oppositions sont interdites en Chine. Je dirais que, vous le savez, c'est les camps, c'est la déportation, et c'est en même temps la stérilisation d'un certain nombre de femmes. C'est ça la situation des Ouïghours. Je crois que l'histoire retiendra la faible mobilisation des sociétés civiles occidentales vis-à-vis de ces oppositions chinoises. Nous sommes, alors évidemment, il y a une question de géopolitique là encore. Il s'agit de musulmans. Et on sait que l'islam n'a pas bonne presse auprès de certains de nos concitoyens. Mais en même temps, c'est absolument incompréhensible qu'il n'y ait pas de mouvement de solidarité plus effectif vis-à-vis de ce qui se passe en Chine. J'ajoute que quand on va chez un Chinois, vous le savez peut-être, la société policière est organisée de telle façon qu'on est arrêté à la porte. Il m'est arrivé, lorsque j'étais à Shanghai, visiter d'ailleurs un écrivain, j'ai été contrôlé à l'entrée c'était il y a 3 ans, à l'entrée de sa cité par des policiers, et donc qui ont voulu savoir pourquoi je venais, quelles étaient les raisons, etc. On est en face d'une société policière extrêmement répressive. Mais il y a aussi ce qui se passe évidemment dans les pays en développement, des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, où le cynisme conduit à inculper le dissident de pratiques personnelles immorales. Jean-Philippe vous a parlé de ce que nous avons fait sur le Maroc et sur l'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé au Maroc et en Algérie? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est incroyable parce que les Français ont des rapports très, très étroits avec le Maroc. On ne peut pas critiquer le roi du Maroc. Et quand on regarde la situation, quand même, c'est absolument inexplicable. Tous les journalistes, tous les écrivains et ce prof d'histoire que nous avons défendu et qui était présent à l'une de nos réunions cette année, parce que nous avons contribué par notre petite action à l'aider à sortir des geôles du roi du Maroc. Eh bien, il a été qualifié d'homme aux mœurs légères. On a mis en cause ses pratiques sexuelles et on a essayé de le condamner pour sa morale personnelle. Et on a eu ainsi comme un certain nombre de Marocains qui ont été condamnés pour leur morale personnelle. On invente des viols, on invente des pratiques sexuelles hétérodoxes, des agressions, et bien sûr, on abuse du qualificatif de terroriste. Il faudrait un jour qu'on discute de cette question du terroriste. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le sait, les résistants étaient des terroristes. À la Libération sont devenus des résistants. Donc le mot de terroriste est quand même à interroger. Non pas qu'il n'y ait pas de terrorisme islamique, évidemment, je ne suis pas naïf, et je sais l'importance, l'urgence, le caractère essentiel du combat contre le terrorisme islamique. Mais enfin, soyons clairs, le mot de terroriste fonctionne dans des conditions absolument incroyables. C'est-à-dire, dans toutes les situations, on accuse des oppositions d'être terroristes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos pays dits démocratiques européens? Moi, je suis très, très d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe sur la question du mot oppression. Il y a une oppression qui limite la liberté d'expression. Pourquoi? Parce qu'on a une concentration économique et cette concentration économique a pour conséquence, et les choses sont bien claires avec la critique que m'a faite Philippe Pujas sur le mode de rédaction que j'avais dans le texte initial, ce que j'ai voulu dire, c'est que la concentration économique conduit à une orientation politique déterminée, bien précise. En France, la bollorisation, alors la bollorisation, évidemment, il y a d'autres groupes, et évidemment, c'est une concentration structurelle. Et là, je dois dire que l'intervention de Jean-Michel Devésa dans notre débat est très, très utile. C'est une concentration structurelle, mais une évolution aussi du lien avec l'idéologie. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait cette concentration structurelle, cette structure, mais c'est aggravé, premièrement, et deuxièmement, surtout, c'est moins flou du point de vue idéologique. C'est-à-dire que maintenant, on a des idéologies beaucoup plus précises qui sont pratiquées par ces groupes qui dirigent tel ou tel média. Alors, il y a donc, bien sûr, là, des limites objectives à la liberté d'expression. Non pas qu'on ne doive pas limiter les libertés d'expression. Et je voudrais m'attarder un instant sur les limites légitimes de la liberté d'expression. Parce que nous crions toujours liberté d'expression, liberté d'expression. Et même dans nos pays, il y a des limites. Heureusement, il y a des limites. Vous le savez, le décret Marchandeau en 1939
a été extrêmement clair. C'était la première fois qu'on disait qu'on ne pouvait pas accepter, du point de vue de la liberté d'expression, le racisme et l'antisémitisme. On est en 1939, vous entendez bien, 1939, bon, quelques jours avant la guerre. Et si ce décret ensuite n'a pas été suivi des faits, c'est une autre question. Il a fallu attendre 1972, la loi Pleven, pour que ce décret donne lieu finalement, donne suite, soit suivi d'une loi, qui est la loi Pleven, qui limite légitimement la liberté d'expression. Il va plus loin que le décret Marchandeau. C'est-à-dire qu'en 1972, la loi dit de façon extrêmement claire que la diffamation, l'injure envers un groupe de personnes visant la race ou la religion, la provocation à la discrimination, la provocation à la haine, la provocation à la violence ne sont pas tolérées dans un État démocratique. Donc, vous voyez, limite à la liberté d'expression. La diffamation, les injures, donc, ne sont pas acceptées. Mais en même temps, si vous voulez, ce progrès formidable de la loi de 72, complété par la loi Guessot. Vous savez que la loi Guessot n'est toujours pas acceptée par tous les intellectuels. Il faut quand même le dire. Cette loi Guessot, c'est une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de nier le fait de l'extermination des tziganes et des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas le droit de le faire. C'est un fait. Et on est condamné par la loi si on le fait. Ça a été suivi de deux autres lois, comme vous le savez, Taubira. La première concernant le génocide d'Arméniens, la deuxième concernant l'esclavage. Hélas, ni sur l'Arménie, ni sur l'esclavage, il n'y a à la clé des sanctions pour ceux qui, disons, violent la loi. Donc, ça fait qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de condamnation pour ceux qui violent la loi sur l'Arménie ou la loi sur l'esclavage, mais qu'il y en a eu pour la loi Guessot, même si elles ont été faibles. Et Zemmour, puisque c'est de lui qu'on parle beaucoup, a été condamné dans ce contexte. Alors voilà, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a des progrès de l'oppression, qu'il y a des progrès de l'autocensure. On parle tout le temps de la peur des éditeurs face au procès, face aux attaques. La société civile, aujourd'hui, est suffisamment organisée pour inquiéter les éditeurs lorsque cette société civile met en cause les mœurs de tel ou tel auteur et lie, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, la vie d'un auteur ou ses prétendus et ses éventuelles exactions avec son œuvre. Donc, on a une situation vraiment très compliquée. Je dirais que la liberté d'expression est prise en otage. D'un côté, elle sert à cautionner des propos abjects, pour certains. De l'autre, elle est contestée dans son principe par l'activisme des censeurs qui veulent faire la loi en matière d'expression publique. Ainsi, la liberté d'expression est prise en étau dans une mêlée confuse entre les revendications d'une parole libérée, à la limite du racisme et de l'antisémitisme, l'extrême droite raciste, les terroristes islamistes prêts à tuer quand ils sont offensés, et de nouveaux censeurs des réseaux et de l'université. On assiste au fond à une guerre larvée pour l'hégémonie sur la liberté d'expression. Et dans cette guerre, nombreux sont ceux qui choisissent l'autocensure et la prudence de l'expression. Je me permets de penser que dans notre comité directeur, un certain nombre de ceux qui s'inquiètent du fait que nous voulions analyser la situation, même si on le fait avec des maladresses, en se trompant, et qu'on a besoin effectivement du pluriel pour le faire. Eh bien, je me pose la question de savoir s'ils ne choisissent pas l'autocensure et la prudence pour, au fond, ne pas s'exprimer sur cette question. Et je pense que le Pen Club doit s'exprimer sur cette question. Alors, quand je dis que la liberté d'expression est prise en otage, c'est que les profondes mutations culturelles et sociales de ces dernières décennies ont fait que l'accès à la parole s'est considérablement généralisé avec les outils sociaux et les outils numériques qui donnent à chacun la possibilité de voir son propos gagner une visibilité inédite. L'idée d'une culture commune perdure en partie, mais les manières de s'exprimer et l'environnement culturel ne sont plus aussi partagés. De surcroît, dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles, les minorités ne se satisfont plus d'une simple demande d'intégration.
Elle réclame une place plus large qui va de la prise en compte justifiée de l'intérêt des cultures diverses jusqu'à l'existence d'une reconnaissance, voire même d'un traitement préférentiel, au risque de les séparer du reste de la communauté sociale. Elle considère que le modèle de la neutralité universaliste les dessert en les rendant invisibles. Et ces éléments nouveaux créent une rupture majeure par rapport à l'époque où l'idéal de la liberté d'expression a été forgé. La deuxième moitié du XIXe siècle, évidemment, avec les lois sur la liberté de la presse. À cela s'ajoute l'élan progressiste invitant à aller encore plus loin dans la reconnaissance des droits. Au siècle dernier, on promouvait l'égalité face aux capacités d'agir ou devant la loi. Maintenant, on revendique des formes d'égalité qui touchent à la personne. En matière de procréation, par exemple, le droit devrait être égal pour tous, couple hétérosexuel comme homosexuel. Je ne me prononcerai pas sur cette revendication, mais je dis que son caractère nouveau est absolument à souligner et qu'il change la condition dans lesquelles les individus se battent pour la liberté d'expression. Voilà, je pense que ce paysage, nous devons en mesurer, je dirais, toute la nature. Et il est indispensable de le faire. Je crois que c'est dans le rôle du Pen Club de le faire. C'est vrai que je ne suis pas là depuis fort longtemps. Ça fait que 15 mois que je suis président de cette association. Et avant, je l'ai fréquenté pendant quelques mois. Peut-être je me trompe. Je ne suis pas sûr de tout ce que j'affirme. Ce que je pense, c'est que nous avons besoin de la collaboration de tous pour fixer une ligne qui, en tout cas, refuse de fermer les yeux sur ce nouveau contexte. Voilà, la discussion est ouverte. Vous pouvez me demander la parole. Ouais, je veux bien juste amorcer quelque chose. Merci de cette synthèse, pas seulement synthèse d'ailleurs, Antoine Spire, mais aussi analyse très précise, à la fois sur le plan historique, le rappel d'un certain nombre de choses, d'évolutions et de la situation présente et des mutations présentes. La chose que je voudrais juste proposer, puisque vous terminez sur l'idée d'une ligne, mais justement une ligne qui soit conforme à notre souci de débat permanent. Et s'il y a bien peut-être une ligne qui peut permettre justement de conjuguer la pluralité des points de vue et la réflexion permanente, c'est d'assumer qu'au fond, le Pen Club, une association comme le Pen Club, est nécessairement un laboratoire d'idées. Par conséquent, que c'est évolutif avec l'évolution du monde, dont vous venez, Antoine, de décrire un certain nombre de traits saillants pour le sujet qui nous occupe ce soir. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher le fait qu'il y a laboratoire d'idées et que ce qu'accomplit le Pen Club, ce qui définit le Pen Club, doit rester dynamique. C'est pour ça que j'ai parlé de mettre au jour, dans mon introduction, de mettre au jour nos préconceptions qui président à nos actions. Voilà. Alors, il y a Fulvio qui veut parler. On va commencer par Fulvio, alors vas-y. Eh bien, merci pour cette présentation remarquable, cette double présentation qui pose bien les jalons de notre discussion. J'ai noté à la fois, je le dirais en deux mots, je le dirais en deux mots, c'est-à-dire, je vois qu'il y a les devoirs et les droits. Les droits ont été bien exposés. Et dans les deux présentations, je voulais revenir en particulier sur ce qu'a dit Jean-Philippe sur la liberté de l'évaluation critique, qui aussi fait partie de la mission du Pen Club et qui a été bien inscrite dans l'article 2 de nos statuts. L'article 2 de nos statuts dit en substance, et je vous le rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres réunions, que
cette société a pour but de nous rassembler pour confronter la littérature française avec d'autres littératures, dont découle, en second temps, la liberté, la défense de la liberté d'expression. C'est écrit noir sur blanc par les fondateurs du Pen Club français. Et donc, ça renvoie justement à ce que disait Jean-Philippe. Et c'était à double articulation qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est dans ce sens que j'ai fait mes remarques au texte tout à fait intéressant, remarquable que tu as fait, Antoine, sur la valorisation de l'influence, finalement. Parce que de quoi parle-t-on finalement? C'est de l'influence. Comment peut-on exercer de l'influence aujourd'hui et comment peut-on justement faire pression pour que les choses se transforment? Voilà ce que je voulais dire en substance. Et je voulais insister sur cette double articulation qui est inscrite dans nos statuts d'ailleurs. Fulvio, le texte dont tu parles, on l'a écrit à deux. Enfin, oui. On a fait le projet avec Jean-Philippe et moi, et ensuite on a intégré les remarques critiques des uns et des autres. Enfin, j'ai essayé d'intégrer les remarques critiques des uns et des autres. Très bien. Mais voilà, je voulais apporter ma contribution au débat à laquelle je tiens beaucoup, effectivement, puisque c'est une question capitale. Je suis ravi qu'on l'aborde aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Oui. Fabienne. Fabienne, je crois, et puis Philippe après. Fabienne. Non, Fabienne, il faut que tu mettes ton micro. On ne t'entend pas. Bonjour. Je voulais dire vous remercier tous les deux pour le texte que j'ai lu. Puis en même temps, j'ai suivi les commentaires de Jean-Michel, parce qu'on était en train de discuter aussi de futurs événements. Et je voulais juste ajouter, par rapport à ce que tu as dit, Antoine, par l'influence des réseaux sociaux. Et le côté historique, c'est évidemment de la société du spectacle. Je pense que depuis la société du spectacle, il y a toujours cette influence des réseaux sociaux et cette mise en spectacle de la parole, du pouvoir. Et effectivement, il y a une vraie réflexion, je pense, à intégrer aussi au sein du Pen Club, parce que tout le monde n'est pas forcément toujours à l'aise avec les différents canaux de communication. Et il y a peut-être une sorte de guerre aussi avec des indépendants. Il en reste peut-être plus beaucoup, mais il reste par exemple le Canard enchaîné. J'ai vu qu'il y avait comme une nouvelle revue qui sortait, le Franc-Tireur, etc. Peut-être trouver d'autres supports pour relayer une parole libre. C'était une suggestion. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Philippe? Moi, je voulais confirmer évidemment. Il me paraît tout à fait important pour le Pen Club de s'engager dans des sujets comme celui-ci, que c'est un des aspects majeurs de la liberté d'expression aujourd'hui, qu'il y a des sujets qui sont urgents comme la polarisation, qu'on ne peut pas rester à côté parce que c'est un sujet trop grave, que évidemment il y a ce que disait Fabienne à l'instant, la société du spectacle, c'est important aussi, mais qu'il faut serrer les problèmes, qu'il faut les prendre l'un après l'autre, même si c'est un chantier général considérable. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est qu'il me paraît utile de parler, de passer au fond d'un laboratoire d'idées, un laboratoire de propositions. Et que sur Bolloré, on ne peut pas se contenter de dénoncer, qu'il faut travailler ensemble sur les propositions qu'on peut faire pour qu'il soit moins intéressant pour l'appétit de Bolloré de s'emparer de tous les médias comme il le fait. C'est-à-dire que s'il y a des lois contre la concentration, s'il y a des lois qui protègent les rédactions contre les propriétaires, ça devient moins intéressant pour quelqu'un comme Bolloré de s'emparer de médias. Donc je crois qu'il faut absolument travailler sur des sujets comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sylvestre a demandé la parole. Sylvestre, vas-y. Moi, je ne le voyais pas. Oui, attendez, vous ne me voyez pas, il faudrait que je mette la vidéo. Alors. Attendez une seconde. Oui, je l'ai mise normalement.
sais pas si on me voit. Oui, oui. Oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais intervenir. D'abord, je vous remercie tous les deux, Jean-Philippe, Antoine, et puis ceux qui ont travaillé au texte. Je pensais que Philippe allait parler d'un certain nombre de choses parce que c'est lui qui, à mes côtés, a la plus grande expérience et la meilleure compréhension, je crois, des différences importantes à saisir entre ce que pensent dans l'enceinte internationale les pen clubs, je dirais américains, anglo-saxons, enfin, qui n'ont pas la même vision que nous sur un certain nombre de sujets, et nous, les Français, qui sommes toujours résistants à eux pour des raisons notamment qu'a bien expliqué Antoine, concernant les limites volontairement édictées par des lois en France concernant la liberté d'expression. Je ne reviens pas dessus parce qu'Antoine a très très bien expliqué tout ça. Ça, c'est un sujet de fond parce que c'est le sujet sur lequel nous nous confrontons et nous nous affrontons depuis toujours entre le Pen Club français et ceux qui partagent ce point de vue du Pen Club français et les autres qui sont un peu plus nombreux que nous et qui tiennent d'ailleurs beaucoup à garder la majorité, donc le pouvoir par toutes sortes de combinaisons. Ça serait trop long d'y intervenir, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc là, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché sur cette notion propre à la France qu'a bien expliqué Antoine. Ça, c'est un point. Alors, il y a maintenant un autre point qu'il faut comprendre et qui est très complexe et difficile à comprendre, c'est cette notion de politique ou d'apolitique. Très difficile à comprendre. Alors, parce qu'elle a pu évoluer même dans la compréhension qu'en ont les acteurs au sein du PEN international. Alors, à l'origine, la charte première qui a été fondatrice du PEN Club il y a 100 ans, c'était effectivement la mise en avant de la littérature comme, au fond, la meilleure médiatrice pour rapprocher des points de vue, faciliter des échanges, des dialogues entre écrivains et faire en sorte que la littérature qui se situerait au-dessus ou au-delà de la politique puisse justement contribuer à faire en sorte que les esprits éclairés puissent mieux se comprendre et faire en sorte que des points de vue puissent se rapprocher ensuite en faisant en sorte que les écrivains puissent peser par leurs concepts intellectuels, leurs échanges interculturels sur les gouvernements respectifs. C'est ça qui a été posé. Alors donc c'est une conception donc, dans laquelle effectivement la littérature elle n'est pas apolitique, elle est supra-politique. C'est-à-dire qu'autrement dit, elle est métapolitique, je dirais. Ça, c'est un terme que j'emploie, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Alors ensuite, il faut voir le contexte. Je ne vais pas être trop long, mais c'est important de bien comprendre. En 21 et dans les années qui suivent, on est dans l'après-guerre 14-18, il y a une prédominance au sein des écrivains qui créent le et les pen clubs d'un courant, d'une vision pacifiste. Une vision pacifiste qui, de fait, est considérée sans doute par les écrivains eux-mêmes comme une vision apolitique, dans la mesure où les écrivains considèrent, à cette époque, que les gouvernements sont porteurs d'idéologies qui sont vecteurs de guerre, qui sont des facteurs anti-paix, parce qu'il y a un pacifisme fondateur du PEN Club. Je vous dis tout ça pour qu'on puisse bien comprendre, c'est très subtil, les éléments de notre discussion et des échanges futurs qu'on aura d'ailleurs. On ne va pas tout régler ce soir, mais c'est pour qu'on se comprenne bien. Et donc ça, c'est très important pour bien saisir cette affaire. D'ailleurs, on a pu s'en rendre compte nous-mêmes quand on a eu récemment des présentations des différents PEN Clubs dans les années 20, des différents présidents de notre PEN Club dans les années 20 et 30, etc. et les suivantes. On a bien vu qu'il y avait des confrontations de points de vue, même d'un président à l'autre. On l'a bien vu. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous me comprenez. Ceux qui étaient présents ont compris. Alors, à partir de là, il faut prendre des exemples concrets qui se sont déroulés dans l'enceinte internationale. Philippe Pujas et moi avons été confrontés à certains de ces exemples. Alors, on n'a pas la mémoire plus ancienne que la nôtre. On a peut-être par des documents, par nos archives, ça on peut la retrouver, on peut la rechercher. On peut voir qu'il y a des filiations entre nous tous. Enfin, le PEN Club français n'a jamais changé particulièrement de ligne à ce niveau-là, mais nous avons été souvent accusés, à tort, hein, de mon point de vue, Philippe dira ce qu'il en pense, par justement nos adversaires dans l'enceinte internationale, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. On a été accusés de faire de la politique. Alors, c'était une manière de nous disqualifier justement quand on pensait, comme ça a été rappelé aussi bien par Jean-Philippe que par Antoine, que nous devions, de façon même, je dirais, éthique, hein,
d'intervenir sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple. Une grande charte a été édifiée au sein de l'Alliance internationale il y a quelques années. C'est récent, hein. J'y ai participé puisque j'étais encore à l'époque au comité exécutif et elle a été menée par le chef de projet à l'époque de ce projet de charte qui a été ensuite ratifié concernant l'évolution de la défense et des atteintes à la liberté d'expression à l'ère du numérique. Le chef de projet en était le japonais qui était proche de nous et qui était plutôt notre ami, Takeaki Hori, qui était à l'époque secrétaire international du Pen Club international. Alors, cette charte a fini par être adoptée et votée lors d'un congrès auquel j'ai participé. Il faudrait que je recherche pour savoir lequel, c'est pas très vieux. Et aussitôt, je m'en suis saisi pour vérifier si ceux qui l'avaient voté, notamment ceux qui sont nos opposants, les majoritaires, donc anglo-saxons américains, étaient prêts à comprendre ce qu'ils avaient voté et à appliquer donc ce qu'ils avaient voté. À savoir, j'ai levé la main et j'ai dit bon, ben c'est formidable, je me réjouis qu'on ait pu l'adopter. Maintenant, nous allons donc nous appuyer sur cette charte pour défendre ceux qui font des alertes, notamment Julien Assange et les autres. J'ai cité l'autre aussi, celui qui est un petit soldat là, transgenre, etc. Vous voyez qui je veux dire. Et donc, à ce moment-là, j'ai pratiquement été accusés, et ils étaient fous furieux, nos opposants majoritaires, en disant, parce qu'ils n'avaient pas compris que ça pouvait être utilisé comme ça, mais c'est pas possible, c'est impossible, enfin, j'avais plus le droit de parler, j'avais fait un crime de lèse-majesté. Non, c'est grave, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien au sein du Pen international, personne ne bouge pour défendre Julien Assange. C'est un sujet qu'on devrait aborder d'ailleurs nous-mêmes très très vite, Pen Club français, parce que je pense que Julien Assange, il va être extradé d'Angleterre et il va finir sa vie en prison. Et ça, c'est vraiment très très grave. Je ferme la parenthèse. Donc, pour dire l'hypocrisie, si vous voulez, de ceux qui nous prétendent qu'on fait de la politique. Alors, un autre sujet aussi, c'est qu'il y a eu un grand clash. Je vous donne ces exemples concrets pour qu'on se comprenne bien. C'est très important. Je suis un peu long, mais c'est important pour notre débat. Il y a eu un énorme clash en 2003 au sein de l'Alliance internationale. C'était lors du Congrès international de Mexico. Pourquoi ? Parce que les tenants du pouvoir ne respectaient pas les propres règlements propres au Pen international, à savoir, n'avaient pas fait voter lors du Congrès précédent le rapport comptable et le bilan. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, je l'écrirai dans le livre du centenaire, ça. Et donc, quand on a voulu ouvrir la séance à Mexico en 2003, j'étais présent, j'ai été moi-même et le délégué du Pen Esperanto, qui a un esprit très universaliste et très juridique, nous avons soulevé un point d'ordre par rapport au règlement et nous avons dit on ne peut pas ouvrir l'Assemblée car le bilan et le compte d'exploitation n'a pas été approuvé l'année précédente. Que n'avions-nous pas dit ? On nous a vraiment chahutés, etc. Enfin, ceux qui étaient les tenants du pouvoir. Nous étions soutenus par beaucoup de Pen Club. Ça a été très complexe. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire qu'effectivement, c'est toujours à géométrie variable la compréhension à la fois de l'application de nos règles et de qu'est-ce qu'on entend par politique ou pas politique. Ce qui s'est passé, c'est que les tenants du pouvoir ont tellement détesté ce congrès de Mexico, où ils ont été fortement contestés, que lorsqu'il s'agissait de refaire un congrès au Mexique en 2008, les mêmes responsables du Pen Mexico, ça avait été voté d'ailleurs lors des 2 congrès précédents, on devait aller à Mexico pour le congrès mondial en 2008. Ils l'ont fait annuler, ceux qui sont nos adversaires qui ont le pouvoir, en faisant de la politique justement, en prétextant que comme ça devait avoir lieu à Oaxaca, un secteur du Mexique dont le gouverneur avait réprimé un peu violemment une manifestation d'enseignants protestants pour la défense de leurs droits avec les étudiants d'ailleurs. C'est vrai qu'elle avait été réprimée, cette protestation, assez vigoureusement par ce gouverneur, mais ils se sont servis de ce prétexte pour dire que comme une partie des frais du Congrès allait être financée par le gouvernement de cette région du Mexique, ce n'était pas possible, c'était intolérable. Donc, ils ont fait de la politique à ce moment-là. Et alors, tenez-vous bien, ils ont proposé que le congrès ait lieu en Colombie. Alors, moi, je m'y suis opposé vertement avec le soutien du Pen Club Mexico et quelques autres, ceux qui sont toujours avec nous, les latins, on va dire, en disant que c'était bien pire d'aller en Colombie, puisque c'était à l'époque de Uribe, il y avait les milices paramilitaires, etc., et qu'on savait qu'il y avait la corruption, les assassinats, le fascisme. Mais ils y sont allés. Donc, on a fait la politique de la chaise vide, nous-mêmes, Pen Club français, avec plusieurs autres Pen Club. Donc,
l'acception du terme politique est admise ou contredite à géométrie variable dans l'enceinte internationale. Je dis que nous devons être donc très habiles, très fins et très malins pour justement ne pas prêter le flanc à cette facilité qu'ils utilisent pour nous disqualifier, parce qu'ils ont radié, n'oubliez pas, le Pen Club mexicain en se servant de ce genre d'armes. Donc nous, on peut faire tout ce qu'on veut en France, on peut habilement peut-être les contrer au niveau de l'enceinte internationale en utilisant avec préconscience des termes peut-être très affûtés. Je dirais peut-être qu'on peut faire du politique éthique, des choses comme ça. Mais si on dit qu'on fait de la politique, parce que je suis d'accord avec Antoine, mais attention aux termes que nous allons utiliser. J'ai fini, j'étais un peu long, mais c'était important de bien comprendre ça. Philippe pourra compléter, c'est très complexe. Voilà, donc je reprendrai peut-être plus tard la parole, mais je voudrais que d'autres s'expriment, notamment des gens qui arrivent au PN Club et qui ont certainement des questions à nous poser. J'arrête là pour l'instant, merci. Il y a André qui a demandé la parole. Vas-y, André. Il faut que tu branches ton micro. On ne t'entend pas. André, on ne t'entend pas. Activez micro en bas à gauche. Activez le son. Voilà. Ça doit être activé là maintenant. Et ça marche, vas-y. Donc non, c'était simplement pour dire que j'étais totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Sylvestre et que je trouve que cette effectivement évocation historique de ce qui s'est passé à travers effectivement les différents moments, disons, du Pen Club dans le cadre de cette association internationale, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler, parce que c'est quand même très, très important de voir l'envergure internationale du Pen Club. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là que nous pouvons peser, quoi, je pense, dans le débat qui, pour le coup, pour l'instant, est plutôt national. Voilà. Le problème dans ce que vient de dire Sylvestre est le suivant. Je comprends évidemment tout ce qui s'est passé et les débats autour du mot politique. Est-ce que, compte tenu de ça, on aurait raison d'abandonner l'idée selon laquelle on fait de la politique? Moi, je pense que non. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on en finisse avec ces attitudes diplomatiques et qu'on dise les choses comme elles sont. Le roi est nu, on fait de la politique. Et ceux qui militent pour la liberté d'expression font de la politique. Nous militons pour la liberté d'expression dans un contexte politique avec des objectifs politiques. C'est-à-dire qu'on respecte la liberté d'expression compte tenu des conditions dans lesquelles cette liberté d'expression est limitée. Moi, je ne sais pas si les finesses que tu souhaites sont souhaitables. Si on veut faire du Pen Club français une vraie association de masse qui qui petit à petit rassemble des centaines d'écrivains, de journalistes, qui, eux, tous les jours, font de la politique contre les gens qui veulent empêcher, limiter, pour des raisons illégitimes, la liberté d'expression. Je peux reprendre la parole 2 secondes? Oui. Oui, mais je comprends, Antoine, très bien, je suis d'accord au fond, mais ne croyez pas que je défende une ligne apolitique, c'est pas ça. Je pense que nous devons continuer à en faire, on n'a jamais cessé d'en faire, en fait, mais tout en disant qu'on n'en fait pas. C'est-à-dire que dans l'enceinte internationale, il faut qu'on soit plus subtil que... C'est-à-dire que ce que nous faisons dans l'enceinte internationale, nous pouvons dénoncer des idéologies, ça oui. C'est pas faire de la politique, c'est faire du politique. Je finance pas. Ils sont redoutables. Je les connais par cœur. On peut les avoir facilement parce qu'ils ne comprennent pas, d'abord, ils ne comprennent rien à la mentalité des Français et ils ne cherchent pas à la comprendre et ils s'en foutent. Mais effectivement, aussi bien, autant en France pour se faire comprendre, je comprends Antoine, on peut très bien se faire comprendre comme tu le dis, c'est pas gênant ça, mais nous sommes en fait contre une force de frappe anti-idéologique en fait. Dans les analyses qui ont été faites par Jean-Philippe Domecq,
ça se voit. Nous sommes une force de frappe, aussi bien contre l'idéologie dont se servent hypocritement, sans l'utiliser complètement d'ailleurs, certaines autocraties, je pense à la Chine et à Poutine par exemple, et nous sommes aussi pour dénoncer l'excès idéologique qu'on voit à l'œuvre du capitalisme financier, puisque quand on parle de bollorrisation, qu'est-ce que c'est d'autre? Ben, c'est les excès d'un capitalisme financier qui évidemment peut évidemment servir à véhiculer de l'idéologie. C'est le cas chez Bolloré, d'accord, mais je pense que l'angle d'attaque doit être plus fort, parce que, regardez, on a longtemps dit dans les années 70 qu'il y avait, on ne parlait pas de bollorrisation à l'époque, on disait la pieuvre achète. Exactement. Il faut mettre dans le contexte. Le contexte est pratiquement le même, sauf que, comme il y a des bagarres idéologiques, électoralistes et démagogiques en France qui sont très vives actuellement, nous-mêmes, nous rentrons dans le champ de ces bagarres en utilisant des termes qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Je dis qu'il faut réfléchir. Bien sûr que Bolloré a une puissance de frappe importante, puisque maintenant, il met une épée de Damoclès sur le système à la fois des médias, télévisuels, presse, radio, et de l'édition française. Mais le système capitaliste pur et dur, chacun peut avoir les positions qu'il veut concernant le système capitaliste pur et dur, prétend se défendre par ce qu'on appelle le droit légitime à la concurrence. Donc, la question va être de savoir si nous demandons fortement que pour que la liberté puisse être restaurée en France concernant la liberté d'expression via les médias, il faut qu'il y ait diversité des médias, diversité des éditeurs. Donc, puisque nous sommes dans un système capitaliste en France et dans les pays de l'Ouest, il faut rentrer là-dedans en le prenant à son propre piège. C'est-à-dire que pour l'instant, parce que sinon on fait de l'idéologie nous-mêmes. Moi, au fond, je suis d'accord pour dire qu'il y a une force idéologique dans la bollorrisation. Ce terme, d'ailleurs, ne me plaît pas du tout, bollorrisation. Je pense qu'il n'est pas assez affûté. Et je pense que nous devrions nous rapprocher d'autres sociétés qui font un travail comparable au nôtre, la Société Jean de Lette et d'autres, regarder les termes qu'ils emploient, etc. Je pense qu'il faut qu'on affûte un peu nos couteaux. Je pense que on ne peut pas laisser penser à ceux qui regardent les réseaux sociaux que nous ne faisons que reprendre des terminologies qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous sommes des intellectuels, des écrivains. On peut faire mieux que de parler de bollorrisation, je pense. Et donc, moi, je suis d'accord pour les combats qu'on doit mener. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je comprends ce que vous voulez faire, mais je dis qu'il faut qu'on soit plus fin, plus affûté, plus percutant éventuellement. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même dans la charte du Pen Club international, et ça rejoint des éléments que, à juste titre, Jean-Philippe a mis en évidence, et je l'approuve. Ça a été introduit plus récemment, dans les 20 dernières années, dans les chartes révisées du Pen international. C'est la nécessité pour des Pen Clubs dans tel ou tel pays dans lesquels il y aurait des atteintes à la liberté d'expression par la presse, etc., qui véhiculerait des fausses nouvelles, qui ne seraient plus indépendants, etc., eh bien, il faut que les Pen Clubs les dénoncent. Donc là, on peut s'appuyer là-dessus, nous, pour dénoncer ce que vous appelez bollorrisation. Il faudrait qu'on prenne des exemples précis, sur des faits précis, sur des discours tenus dans les chaînes tenues par Bolloré, par Zemmour et d'autres, etc. Là, je pense qu'on ferait du concret. On serait imparable et on pourrait faire avancer nos idées. Il faut qu'on s'appuie sur des exemples concrets. Je ne veux pas être plus long, mais je pense que je partage complètement ce qu'on veut faire, mais il faut réfléchir à la façon de le faire pour bien le faire et être plus offensif dans l'enceinte internationale. Je pense qu'on doit revenir dans l'enceinte internationale en évitant les gros pièges bébêtes pour éviter de se faire radier. Mais on est loin de se faire radier là pour l'instant. Mais d'ailleurs, nous devrions reprendre des liens avec le Pen Mexico qui a été radié. La grande offensive, de mon point de vue, à mener dans les toutes prochaines années au sein de l'enceinte internationale, c'est après s'être rapproché de nos amis mexicains qui sont hors sol maintenant, qui sont au Mexique, point barre, voir s'ils seraient d'accord, dans quelles conditions revenir dans l'enceinte internationale, et nous ferions leurs avocats avec l'aide d'autres Pen Clubs. Je pense que c'est le premier combat à mener pour leur foutre plein la gueule. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'ils vont continuer à intimider les Pen Clubs et à les radier. Moi, je crois que c'est le combat à mener. J'arrête là. Merci. Marie-Laure avait levé la main aussi. Vas-y, Marie-Laure.
C'était pour une réaction à vif qui est un peu diluée désormais. D'une part, l'accusation d'idéologie de politisation, de toute façon, on n'y échappe pas. Enfin, je veux dire, c'est très clairement, enfin, sans reprendre les termes classiques, police, la ville, et donc la participation du citoyen à la vie du citoyen et à la cité et à la chose publique. Premièrement, donc ça, on n'y échappera pas. Ce qui peut éviter les foudres, on n'échappera pas non plus aux foudres du Pen Club international si on s'occupe de dénoncer autre chose que leurs ennemis désignés qui sont l'autre bloc, en considérant qu'il y a une espèce de sphère culturelle américaine dans laquelle on est intégré depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a pas tellement changé, malgré les changements idéologiques suite à la chute du rideau de fer. Donc, oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse attaquer, ou défendre, pour être précis, pas attaquer, mais défendre autant Julian Assange que d'autres dissidents, on va dire, dissidents de pensée du bloc chinois ou russe. Et je ne suis pas sûre que ce soit essentiel d'être dans leur lignée, en fait. Je ne pense pas que ce soit essentiel. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à graver ou à continuer à graver cette route qui est celle du Pen Club français. J'entends bien qu'il ne faut pas s'isoler, mais j'arrête de parler. Mais il ne faut pas s'isoler, mais on ne peut pas se plier à ce qui est en fait un diktat, mais qui est un diktat qui est lui-même extrêmement politique. C'est-à-dire que on sait tous très bien que leur apolitisme n'en est pas un, mais qu'il n'est que l'imposition d'une... Bon, bref. Et c'est vrai que moi aussi, je suis favorable à ce qu'on dénonce très très vite ce qui se passe avec Assange et en général les problèmes de liberté de la presse. Donc, aussi en France, même si ça ne s'appelle pas bollorisation, ça devient un vrai problème pour plein de gens. J'ai fini et désolée pour avoir parlé un peu trop. Et salut à tous. Oui. Il faut que tu mettes ton micro. Patricia, il faut que tu mettes ton micro. En parlant de Julian Assange, j'ai organisé avec les mutants de Pangée et avec, parce que je fais membre du bureau des Amis du monde diplomatique, et on a essayé de sensibiliser les gens au sujet de Julian Assange. Donc, on a organisé dans des cinémas partout en France et avec des gens comme François Ruffin et d'autres personnes. On a montré le film et on peut l'acheter en coffret pour soutenir les gens qui défendent Julian Assange. Donc, si vous voulez regarder ce film et avoir quelqu'un qui vous explique davantage l'enjeu, je peux l'organiser. OK? Parce qu'il a été montré dans tous les films, dans tous les cinémas, partout en France. Et voilà le coffret. Et le livre qui est avec le film est préfacé par Hassimi, Serge Halimi, qui est le directeur du Monde diplomatique. Donc, le Monde diplomatique et l'Humanité sont les seuls journaux en France en ce moment qui a défendu Julian Assange. Voilà. Bravo. Alors, vous allez faire des priorités dans vos actions? Vous allez créer un atelier, comme on dit, un working group pour décider quelles actions vous allez prendre et quels gens vous allez défendre? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Concernant Julian Assange, on est quand même à la croisée des problèmes que nous sommes en train de détailler. C'est-à-dire que quand même, le travail qu'il a fait a mis en danger la vie d'autrui parmi ceux qui sont des informateurs, et ça a eu des conséquences sur des vies humaines, ça a des conséquences terribles sur le plan diplomatique. Autant, en effet, tout est politique et donc c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, autant il faut souhaiter que la diplomatie puisse continuer à faire son travail
contre l'idéologie de la transparence intégrale, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de diplomatie et donc il y a les heurts les plus brutaux. Moi, je trouve que la question d'Assange, elle est difficile et je ne suis pas, pas convaincu. C'est difficile, bien sûr. Il vient de passer 5 ans en prison, mais il n'a rien fait. Il est accusé des choses, mais il n'était jamais jugé. Oui, oui. Une question difficile quand même, parce que si on veut vraiment, c'est un autre courant qui a traversé les 2 dernières décennies, cette idéologie de la transparence absolue, au point qu'en France, à un moment, il y en a certains qui demandaient même que le Conseil des ministres soit filmé, je me souviens, sous le ministère de Villepin, c'était quand même incroyable de proposer des choses pareilles. Bon, là, c'est pareil, si vous voulez, il ne faut pas souhaiter que la diplomatie ne puisse plus travailler dans le secret, parce qu'à ce moment-là, c'est la guerre directe, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Oui, Fabienne? Fabienne, il faut que tu mettes ton micro. Ça y est, je l'ai mis. Oui, moi, je voudrais revenir un petit peu sur la suite de l'intervention de Philippe Pujas. Ça, c'est sur la diffusion, mais j'y reviendrai à la fin de l'alerte. Mais aussi sur ce qu'a dit Sylvestre, sur les mots, en fait. En fait, on en a parlé quand on a soumis quelques remarques, suggestions avec André sur l'alerte. D'abord, je trouve que le mot alerte est très bien. Justement, on parlait des lanceurs d'alerte, ben voilà, alerte. C'est un mot qui parle à bien des générations. Maintenant, on sera bien compris. Sur le fait, justement, quel est le slogan employé par Bolloré quand il a mis main basse sur CNews? Ce n'est pas une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion. Là, voilà, les mots parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire fille de l'éthique du journalisme, des études sociologiques, statistiques sérieuses, de véritables informations. On est là pour faire de l'opinion. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que le petit putsch qui a été fait en prenant cette chaîne après ce qui est arrivé après ITL est important. Donc, quand Sylvestre parle qu'il faut qu'on affûte nos mots, enfin, qu'on regarde un petit peu ce qui est employé, ben, je donne cette petite explication parce que ça voulait bien dire ce qui allait suivre. Après, je voudrais parler, mais c'est peut-être un petit peu tôt parce qu'on en a encore à parler du texte. Ça commence par alerte et ça finit, puisqu'on a tenu à dire cela, nous, avec André. Cette alerte s'adresse au pouvoir public, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission européenne chargée du dossier du secteur éditorial. Alors, c'est même mieux, c'est qu'à un moment donné, il a été question, je l'ai vu, puisqu'on parle politique, de parler de concurrence déloyale, mais maintenant, on n'en est plus là, en fait. À force de regarder ce monstre grossir, faire main basse, parler de pieuvre, prendre tout, ça devient, il n'est jamais trop tard, on le fait maintenant, on discute entre nous et on échange, et c'est très intéressant. Mais Commission européenne chargée du dossier du secteur éditorial, c'est presque la concurrence déloyale. Sauf que maintenant, la concurrence déloyale, elle est dépassée et on en est même maintenant à quelque chose qui est devant le fait accompli et on regarde les désastres. Alors oui, le CSA, je vous rappelle que Zemmour avait été condamné à CNews à payer 200 000 € d'amende. Le CSA avait condamné après les propos racistes qu'avait fait Zemmour comme éditorialiste. Donc le CSA s'en est bien mêlé une première fois. Donc je trouve très important que cette phrase soit rajoutée. On commence par une alerte et on dit, bon voilà, on n'est pas, enfin, moi personnellement, je ne suis pas dupe sur une certaine complicité des pouvoirs publics à tout ça, pour dire clairement les choses, mais quand même, le Pen Club s'honorerait d'alerter profondément les pouvoirs publics et le CSA qui doit faire son rôle, on le dit, ça râle partout sur les temps de parole, etc. Bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point, la diffusion, mais peut-être qu'on en arrivera à la fin de cette alerte, de cet appel, de cette tribune. Là aussi, il ne faut pas manquer d'envergure. Ça a souvent été, je ne parle pas simplement du Pen Club, mais, enfin pas particulièrement, mais souvent on fait des choses puis on dit « ah ben c'est le monde ». Bon, il y a peut-être aujourd'hui avec l'évolution justement des médias et sur Internet à faire mieux. On parlait du franc-tireur, de pas mal des mots. Il y a aussi d'autres où on fait des choses un peu plus à l'ancienne, je dirais.
mais on peut peut-être ouvrir et réfléchir tous ensemble et tout ensemble à qui est-ce qu'on pourrait vraiment donner ce texte à diffuser pour lui donner encore plus d'envergure. On peut peut-être prendre un peu de temps. Et aussi, pour finir, le calendrier, c'est bien qu'on en discute en cette fin d'année. Il n'y aura aucune raison de se précipiter à le mettre là maintenant pendant les fêtes. Je trouve que ce ne serait pas une bonne idée. L'idée serait de bien se préparer justement sur cette diffusion, me semble-t-il, et de le prévoir pour le tout début d'année. Je soumets ces idées-là à vos opinions. Bien, moi, j'ai 4 remarques à faire. La première, concernant ce qu'a dit Patricia Nolan sur tout ça est un peu flou. Non seulement tout ça n'est pas flou, Patricia Nolan, mais c'est extrêmement précis. Le texte que nous avons proposé est un texte précis, concret, avec des exemples. Il suffit de le lire. Donc, moi, je n'accepte pas l'idée que ce soit flou. Il faut que le débat nous permette d'être clair. C'est pas flou. Alors, deuxième question, par rapport à ce qu'a dit Sylvestre, et sur laquelle les uns et les autres reviennent, sur la question de politique. Moi, je crois que j'ai compris ce qu'a dit Sylvestre, et j'ai l'impression qu'au fond, il y a peut-être 2 attitudes différentes à avoir. La première, c'est vis-à-vis de la conjoncture française. Dans la conjoncture française, nous sommes dans la bonne tonalité, me semble-t-il. Dans la conjoncture internationale, vis-à-vis des pen clubs internationaux, je vous avoue que ça m'est moins cher que la conjoncture nationale. Parce que, disons, le pen club international et son influence sur la conjoncture mondiale, laissez-moi rigoler. Donc, si vous voulez, le pen international, c'est bien, il faut qu'on y soit présent, mais moi, je suis d'accord pour qu'on adapte toutes les subtilités que Sylvestre propose quand on parle au pen club international. Et comme ils ne suivent pas nos débats internes, comme ils ne suivent pas nos expressions publiques, il ne sera pas du tout au courant de ce qu'on fait. Moi, je crois que ça n'a aucune importance qu'on continue à avoir notre propre ligne politique en ce qui concerne le PEN français. Troisième question, c'est sur les lieux les lieux d'expression que Fabienne vient d'aborder. Voilà, moi, je pense que il ne faut pas croire que tout le monde attend la position du PEN Club français, qui ne représente pas grand-chose pour l'instant. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a un journal qui domine toute la conjoncture, mais parce que je suis vieux, sans doute, ringard et tout ce que tu veux, je pense que c'est Le Monde. Et donc, moi, je vais me battre pour que notre texte soit pris en compte par Le Monde et qu'on puisse avoir une tribune dans Le Monde avec ce texte. Il y a peu de chances qu'on y arrive, pas du tout sûr. Enfin, on va se battre pour ça. Ça me paraît le plus important. Maintenant, il y a d'autres journaux qui peuvent en rendre compte, d'autres médias. Sylvestre m'a parlé, par exemple, du média de Bourmeau qui est sur Internet. Je pense que c'est pas mal d'essayer de le passer aux médias de Bourmeau. Je vais discuter avec les responsables de l'autre média sur Internet en attendant Nadeau et voir si ça peut les intéresser, si on parle d'un livre à cette occasion et si on peut publier aussi dans ce genre de médias. Mais si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas ne pas profiter, au contraire, des fêtes. Pourquoi ? Parce que, comme je suis journaliste, je sais très bien ce qui se passe. Pour donner de la matière aux journaux pendant les fêtes, c'est très difficile. Moi, j'ai été rédacteur en chef d'un journal parisien et je peux vous dire qu'on rame quand on est dans la semaine entre Noël et le jour de l'an. On rame pour avoir des choses de contenu. Donc, leur proposer un texte de contenu me paraît une très bonne conjoncture à l'inverse. Ce sera peut-être moins lu que le normal, mais au moins, ce sera publié, ce qui n'est pas rien. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire aux remarques qui ont été faites par les uns et les autres. Antoine, je n'ai pas dit que le texte était flou. Je n'ai pas compris quelle action vous allez prendre pour mettre en marche. C'est ce que vous avez décidé. Oui. Ça n'a rien à faire avec le texte. J'ai compris la même chose que toi, Patricia. Il faut qu'on... alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire Antoine. On va avancer dans la presse et ça prend du temps. Les contacts avec d'autres journaux comme AOC ou en Nadeau, c'est excellent. J'ai quand même une suggestion à faire. À ma connaissance, à moins que je me trompe, le Figaro n'est pas dans l'escarcelle de Bolloré.
Et je pense qu'il y a un lectorat important au Figaro. Oui, mais comme tu sais peut-être, Bolloré est sur le point d'acheter le Figaro. Oui, d'accord, mais il ne l'a pas acheté. Et je pense qu'il ne l'achètera pas. Parce que je pense qu'à l'Élysée, on doit commencer à s'échauffer un peu sur cette histoire de redistribution des cartes, aussi bien dans les médias que dans l'édition. Du moins, je l'espère. Je le crois en tous les cas. Et je pense que ça serait une erreur de n'utiliser que Le Monde. Je pense que ce que l'on fait est tout à fait audible au Figaro. Il n'est pas exclu qu'on puisse le faire également au Figaro et dans d'autres journaux. Je pense que ça serait légitime pour ne pas se marquer uniquement sur un média. Il y a d'autres médias indépendants. Alors, les partenariats avec Mediapart sont très utiles. Je sais que la SGDL est en train de passer pas mal d'accords avec Mediapart. Bon, alors pourquoi ne pas tenter non plus? Enfin, voilà, je ne veux pas être plus long. En ce qui concerne Assange, pour être sûr d'avoir été bien clair, parce que je ne l'ai pas dit, mais après leur première réaction négative dans l'enceinte internationale, ils ont beaucoup plus récemment, pas depuis qu'on sait que Assange risque d'être extradé par les Anglais, mais dans les semaines qui précédaient ce qu'on vient d'apprendre du côté de l'Angleterre, le PEN international défendait Julian Assange. Donc il serait quand même souhaitable, pour vérifier que le PEN international, nos autres amis des PEN Club, sont toujours sur la ligne de défense d'Assange, pas simplement Assange d'ailleurs, les autres lanceurs d'alerte. Ce jeune homme, soldat de l'armée américaine, dont le nom m'échappe, qui a dénoncé également, qui a été un lanceur d'alerte très très précieux, il faut se souvenir que c'est un cas important. Manning. C'est ça. Je pense que les lanceurs d'alerte, et j'aime bien le terme repris par Fabienne, nous sommes des lanceurs d'alerte. Je crois que ça serait sous cette manière astucieuse que nous pourrions faire du politique et non pas de la politique. Je suis partisan qu'on fasse du politique, au sens fort du terme, en étant des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est ça la ligne langagière et combative qu'il faut, et je suis d'accord avec aussi bien Antoine qu'avec Jean-Philippe. Le débat qu'on mène en ce moment est très fructueux parce que je pense que nous avançons vers une convergence de vues et je pense que nous allons nous battre avec ces termes-là et on n'a pas besoin d'attendre, effectivement, mais ce sont des fronts, des luttes à mener parallèlement. Défendre les lanceurs d'alerte, nous sommes des lanceurs d'alerte. Comme l'a dit Jean Le Bohel dans la discussion, il a fait un texte écrit qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'on s'occupe du cas du Mexique. Je pense que c'est la manière la plus forte de nous montrer offensifs dans l'enceinte internationale et de montrer qu'on ne baisse pas les bras. Et on va avoir des gens qui vont nous soutenir. Maintenant que la présidente n'est plus aux manettes, elle avait réglé ses comptes avec son ancien PEN Club, Mexico. En fin de compte, ce sont des basses manœuvres. Hein. Vous connaissez l'histoire, je vous la raconterai, ça prendrait trop de temps ce soir. Ce sont des coups bas. Donc ces gens-là n'hésitent pas à mener des politiques absolument désastreuses, des coups bas, hypocrites et tout ça. Et nous n'entendons pas que ces choses-là continuent dans l'enceinte internationale. Donc, bon, si j'y étais de nouveau, vous pourriez voir que je me fais vraiment entendre. Et comme je ne suis pas présent depuis quelques années, on rallie assez facilement à nos thèses un grand nombre de PEN Club à condition de défendre clairement nos positions. J'ai dit. Jean-Philippe, il faut que tu mettes ton micro. Oui, pour prolonger ce que disait pertinemment Fabienne Baudot, c'est-à-dire les actions à mener, et aller dans le sens aussi de ces publications dans les supports que vous évoquiez, Antoine et Sylvestre. C'est vrai qu'il faut agir assez vite et profiter du contexte. Et si en ce moment un certain nombre de tribunes commencent à apparaître sur cette concentration médiatique, ce n'est pas seulement parce qu'il y a le fait qui est grossissant, c'est aussi parce qu'il y a une accélération de la prise de conscience des dégâts au vu du désastreux débat politique de la présidentielle actuelle. Il faut se souvenir quand même que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu Berlusconi, qu'il y a eu Bouygues, qui a orchestré l'élection, le coup d'État du 21 avril, le coup du 21 avril, quand même, leur grise de la démocratie française, hein, en consacrant, comme on le sait, pendant 3 mois, tous les journaux télévisés, pendant 18 minutes aux questions de sécurité, et puis ensuite on passait à ce qui se passait en Palestine ou ce qui se passait ailleurs. Bref. Donc, si vous voulez, on pourrait profiter de ce contexte pour mettre l'accent sur une proposition
qu'ont déjà esquissé très précisément les journalistes qui ont signé la tribune du 15 décembre dans Le Monde, justement, c'est-à-dire qu'il faut un renouvellement de la charte du CSA et il faut aussi demander que les candidats soient extrêmement clairs et précis dans leur programme, c'est quelque chose qui aurait dû être demandé depuis 30 ans, sur leur conception justement de l'agora médiatique. Donc ça, on peut faire aussi encore un autre texte qui accélère la réflexion et demande que ce soit aussi précisé dans le débat politique qu'il tâche de l'être sur le plan de la sécurité, du régalien ou de l'économique, si vous voulez. D'accord. Philippe Pujas. Faut que tu mettes ton micro, Philippe. On ne t'entend pas. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe sur l'idée qu'il faut, à un moment, demander aux candidats de prendre position sur ces sujets-là. Le moment s'y prête, il faut absolument le faire. C'est le deuxième moment, le premier étant la publication de ce texte, dont je pense, comme étant journaliste moi aussi, comme je pense comme Antoine, qu'il y a des moments favorables dans les journaux parce qu'il y a de la place, et que c'est un excellent moment pour le faire. Et puis enfin, troisième chose que je voulais dire, entre nous et le PAN international, il y a l'Europe. Et je crois que nous avons beaucoup à faire. Après la publication de notre texte, après notre demande aux candidats, nous avons à travailler nous-mêmes sur ce que je disais tout à l'heure, comment aider à freiner ces prises de contrôle. Et ça, on peut le faire, il me semble, et c'est là qu'on intervient entre le PAN international et nous. On peut peut-être le faire en relation avec d'autres PAN européens qui ont des problèmes, pas exactement les mêmes que nous, mais qui ont aussi des problèmes de relations aux médias. Je pense à des phénomènes récents où la Slovénie où s'est trouvée à avoir de sérieux problèmes, où le principal média d'opposition en Pologne se heurte au même problème que la Russie, c'est-à-dire vous êtes financé par des étrangers, donc vous n'avez plus le droit. Je crois qu'il y a un travail à faire avec les autres PAN européens pour avoir une position européenne commune sur ces questions. Voilà. Oui, très bien. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de rajouter donc une phrase à l'adresse des candidats au présidentiel dans le texte ou bien autre chose? Je pensais plutôt autre chose, non? Après, très vite, mais après. Oui, moi aussi je suis d'accord, très vite, mais après. Oui. Oui, je dis par étapes, comme ça permet justement de maintenir la discussion et la pression d'opinion, car au fond, c'est ce que nous essayons de faire pression d'opinion. Absolument. Bon, est-ce qu'il y a d'autres avis? Juste cette histoire, excuse-moi Antoine, parce que j'ai peut-être pas bien suivi tous les échanges qu'il y avait eu hier soir par mail, sur la signature, sur la version, il y avait eu une version où il y avait la totalité des membres du PEN Club français sur la signature. Ça Oui, s'est acté, c'est pas ça. On l'a hein. enlevé. On l'a enlevé. Voilà, parce c'est ça, hein. D'accord. Philippe a proposé de l'enlever, et bien sûr, on l'a enlevé, puisqu'on Bon, voilà, très bien. n'a pas consulté l'ensemble des membres du PEN Club. Donc, Ouais. Non, très bien. Parfait. C'était ce que je voulais savoir. Mais est-ce que vous pensez, compte tenu du fait qu'il y a deux membres du PEN Club, le comité de direction, pardon, qui ont dit qu'ils avaient des réticences par rapport au texte, qu'on peut mettre et le comité directeur, que les autres l'ont accepté, ou bien vous ne souhaitez pas qu'on mette et le comité directeur dans les signatures? Mais ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas là? Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas là. Oui, c'est pas un hasard. Dommage, ils auraient dû venir. Oui, on a le même problème au sein du Conseil permanent des écrivains. On n'arrive jamais à avoir, c'est rare, on arrive quelquefois à avoir la totalité des membres adhérents, toutes les fédérations d'auteurs. Et
Nos textes ont autant de force quand ils ne sont pas signés par tout le monde que lorsqu'ils sont proposés par... Donc, il ne faut pas forcer la main, je suis d'accord avec Antoine. Ça n'ajoute pas grand-chose. On sait bien que le bureau et les gens qui sont actifs au sein de notre pen club arrivent à des convergences. Est-ce qu'il faut absolument dire que c'est l'unanimité? Pas forcément. Il faut pas l'unanimité, parce qu'on n'a pas. On ne peut pas dire qu'on a l'unanimité. Oui, non. Je ne crois pas que ça apporte quelque chose. Je crois que Jean Le Boel a levé la main, là, d'ailleurs, à ce sujet. Parce que moi-même, j'étais un peu sceptique là-dessus. Oui, je sais pas. Jean, on va lui laisser la parole. Vas-y, Jean. Oui, lorsque j'ai signalé que l'ensemble des membres du Pen Club, ça me paraissait une formule qui ne convenait pas, j'avais aussi dit le comité sera consulté. En fait, objectivement, nous avons voté. Et après, c'est une décision du comité dans une instance démocratique. Il y a eu une majorité et elle est nette. Oui, il y a une majorité, oui, bien sûr. Alors, donc, j'ajouterais bien, puisque... Jean, tu es pour qu'on mette et le comité, c'est ça? Non, vous exprimez et vous avez la caution du comité, mais c'est implicite. C'est ça. Moi, je préfère aussi ça. Ouais. Il faut qu'on reste tous solidaires sans gêner. J'ai eu quelques remarques de gens qui ne sont pas là. Et pas la peine. Ça nous apporte rien de plus. On n'arrivera jamais à avoir 100%, c'est pas grave, c'est pas... Non, mais peut-être pour comprendre les oppositions. Moi, j'ai appelé tous ceux qui avaient des réticences. Je les ai appelés au téléphone personnellement, donc pour discuter avec eux. Et je retire de ces discussions qu'il y a deux choses. Il y a premièrement l'ambiguïté autour du thème politique. Et je crois que, Sylvestre, tu as été très clair et tu as très bien expliqué, au fond, ces gens sont marqués par la tradition du Pen Club international et disent, au fond, on ne doit pas faire de politique. Bon, ils sont marqués par le mot politique. Oui, non, ils sont pour le politique éthique et contre la politique politicienne, en fait. C'est ça. Oui, voilà. Faisons la différence. Et au fond, ils critiquent ce texte comme étant un texte de politique, quand même, un texte trop politique. Et puis, il y a un deuxième type de critique qui est, au fond, qui va dans le même sens, mais qui est l'idée selon laquelle il ne faut pas qu'il y ait des différences qui apparaissent sur l'appréciation de la situation dans laquelle nous sommes, et il faut qu'on avance avec tout le monde, et donc on ne peut pas avancer avec tout le monde avec un tel texte. Voilà, donc c'est la deuxième type de réticence qu'il y a, qui est plus diplomatique, plus voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans les conversations que j'ai eues avec ceux qui avaient des critiques. C'est pour ça que Jean Le Boel, qui est toujours le plus astucieux d'entre nous, je lui donne raison. C'est pas la peine de souligner la chose parce qu'on avance de toute façon. Voilà. Et d'autant plus qu'il y a des personnes qui nous sont très utiles et à l'intérieur du Pen français et à l'international. C'est pas la peine de les mettre dans un corner, comme diraient les Anglais. Voilà. Bien. Alors, dernière chose, moi j'aime bien ce que fait le monde diplomatique, personnellement, et je crois que Patricia également, mais vous êtes plusieurs à apprécier. Je pense qu'on a compte tenu de la réserve que je peux comprendre formulée par, mais c'est une réserve très fine et très subtile qu'a formulée Jean-Philippe. C'est pas pour autant qu'il faille laisser tomber quand même un combat vraiment de défense de la liberté, parce que sinon, à la limite, c'est comme les gens qui se plient devant ce que fait la Chine. Je veux dire, la violence américaine est aussi forte que la violence chinoise. Je ne vais pas les distinguer, mais même pas d'un micron de millimètre. Elles sont équivalentes, ces violences. Alors donc, je dis qu'il faut défendre les lanceurs d'alerte. Voilà. De même qu'on défend ceux qui sont en Chine. Qu'est-ce qu'il voudrait faire un texte sur Assange? Ce n'est pas sur Assange seulement. Non, mais Assange est les lanceurs d'alerte. C'est un principe. Donc, de fait, il serait défendu ainsi à travers un texte. Je pense que Patricia et ceux qui sont sensibles à cette cause peuvent le faire. Je pense que c'est important, parce que si on laisse tomber ça,
On laisse, alors qu'on a réussi à les ramener vers nous, les autres qui étaient contre mon intervention d'il y a quelques années. Maintenant, ils ont compris qu'ils avaient fait une grosse bêtise et ils ont défendu même l'idée que les lanceurs d'alerte devraient être défendus dans l'enceinte internationale. Alors, si ils voient qu'on ne le défend pas, ils vont se dire, bon, bah alors on a eu tort, maintenant on va le laisser hypocritement, on ne va plus rien dire et il va donc être extradé et il pourrira en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et lui et d'autres à venir, hein. Parce qu'il y a des abus aussi en France entre nous de la notion de secret défense. Il ne faut pas charrier. Hein. On est partout. Alors, même. Moi, je dis que il y a une manière de faire du politique plus forte que de faire de la politique. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais il un peu parce que ces subtilités commencent à me gonfler. Je pense qu'on n'est pas assez offensif, même par rapport à nos propres autorités gouvernementales. Le secret défense, on en abuse. Et c'est une atteinte grave à la liberté d'expression. Il est partout, le secret défense. Alors, je suis d'accord qu'il y a des sujets sur lesquels il faut le maintenir, mais pas sur tous. Et il y a un abus là. On réinterdit l'accès aux archives, hein, André le sait bien, alors qu'elles étaient ouvertes pour des choses très fondamentales pour la France, dans les relations avec l'Algérie, dans les relations avec l'Afrique, etc. C'est une honte. Et là, on ne dit rien. Moi, j'aimerais que le Pen Club français se mouille là-dessus. Merde. Oui, je suis d'accord. Confrère Sylvers, excuse-moi, l'histoire des archives sur la guerre d'Algérie, où là, il venait en sortir un petit peu, mais où on dit, ah non, il y en a encore une partie qui ne doit pas être oui, voilà. Là, il va falloir intervenir là-dessus. C'est des sujets de fond, ça. C'est beaucoup plus fort que les problèmes de... Bon, il y a les problèmes de la presse, des médias, on l'a dit. Mais si on est prospectif et qu'on est au-dessus et en avance par rapport à d'autres, ce sont les combats forts qu'il faut mener. Voilà. Et comme ça, au moins, le Pen Club aura une force. Les écrivains sont des gens plus intelligents que des gens qui avalent la soupe des médias tous les jours. Merde. Oui. Je veux juste vous dire un truc par rapport à ça, c'est que c'est aussi en tant qu'éditeur et journaliste qu'il est attaqué, et que d'ailleurs sa mise en danger de personnes n'est pas du tout étayée. Mais par ailleurs, je vois en Grèce que actuellement la Turquie est en train de s'apprêter à porter devant les tribunaux un journal de droite, ok, très nationaliste, ok, enfin je veux dire c'est pas ma tasse de thé, n'empêche qu'ils vont les porter devant les tribunaux parce qu'ils ont osé parler de Erdogan dans tel et tel terme. C'est donc en fait une jurisprudence qui atteindra à moyen terme tous les journalistes. Absolument. Et tous les trucs de presse. Et si le Pen Club français ou autre n'intervient pas là-dessus, bah tant pis. Enfin, je veux dire, après, taisons-nous, quoi. Taisons-nous quelque part. Voilà. Qui déclare que c'est un secret défense? Qui déclare que... Enfin, je veux dire, c'est le camp d'en face, c'est le juge. Mais oui, elle a raison, Marie-Laure. Qui dit qu'il y a des vies mises en danger, c'est l'argument des États-Unis. Mais pourquoi nous le reprendrions-nous? Laissons au moins la possibilité. Et puis d'ailleurs, on a appris comme ça que les États-Unis avaient bombardé des pauvres innocents, journalistes pour le coup, de Reuters. C'est évident. Je veux dire, nous, notre place, elle n'est pas du côté du procureur anglais et des Américains, elle est du côté de Assange et de tous les autres avec lui. Alors sinon, qu'est-ce qu'on fout là? Moi, qu'est-ce que je fous là? Marie-Laure a complètement raison. Et d'ailleurs, en France, on ne fait aucune attaque, nous, le Pen Club français, à l'antiparlementarisme de la Constitution actuelle. Nous n'avons plus de Parlement. Il est consulté sur rien. Aucun sujet concernant la défense. C'est rayé des discussions du Parlement. Je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe, sur plein d'analyses très fines que tu fais, mais on est un peu mou du genou, excuse-moi. Hein. Écoute, si tu me permets, on va continuer, parce qu'il faut être très précis. Comme tu l'as dit, au fond, le sens de tes interventions ce soir, c'est qu'il faut savoir, au fond, faire de la politique au sens stratégique du terme, et de l'usage des mots. Et ça ne nous est pas tout à fait étranger en tant qu'écrivain. Et moi, je repense par rapport à cette question d'Assange et tout, je repense à l'historique que nous a rappelé Antoine tout à l'heure, sur comment des projets de loi ont institué ce qui était défendu pour justement protéger. Bon, ben, ce qui vaut sur le plan national intérieur doit valoir aussi sur le plan international. Et c'est là qu'il faut être fin, Sylvain. C'est-à-dire que je répète, on ne peut pas nier que si on empêche la diplomatie de s'exercer par cette idéologie de la toute transparence, qui est une idéologie, qui est une politique, eh bien alors à ce moment-là, on enfreint un certain nombre de droits humains. Donc on peut au contraire affûter la discussion là-dessus. Ça, c'est fondamental. Je ne peux pas laisser dire toutefois à Sylvestre
que les États-Unis sont aussi violents que la Chine. Le cinéma américain… Ou quoi? Guantanamo, c'est quoi? C'est une honte, Guantanamo. On va pas nous ressortir à chaque fois la sauce sur le Non, cinéma. mais arrête. Il y a Non, une violence équivalente. Guantanamo, on le sait. Distinguer. Sylvestre, Guantanamo, on le sait. Ce qui se passe C'est en pas du cinéma, Guantanamo. Hein. Ouais. C'est pas du cinéma, Guantanamo, même s'ils sont assez forts. Guantanamo est… L'Irak, justement, où on n'apprenait rien, à part avec Assange. On ne peut pas retomber dans ce genre d'écueil. On ne peut pas retomber dans ce genre d'écueil. Moi, je suis pas. Les États-Unis, ils ont une capacité d'autocritique. Je suis désolé. On ne la voit pas tellement à l'œuvre, excuse-moi. Ah, mais si. L'information américaine, l'art américain, le cinéma américain a critiqué. Intellectuel, oui, mais pas le mainstream. Quand Oliver Stone est obligé d'aller faire son film sur le documentaire sur JFK avec des capitaux européens, que lui-même, il le dit à Cannes, je n'ai pas pu faire le film. Alors, OK, il y a eu le film sur Poutine, sur le Venezuela, sur Cuba. Mais il le dit lui-même, c'est quand même pas n'importe qui, tu vois. On n'a pas dit que l'Amérique est un pays, aucun pays n'est un pays en effet de liberté totale. On est bien d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas perdre le sens des proportions au point de comparer les méfaits des démocraties, comme je l'ai dit dans mon texte, et les faits et méfaits occultés par les autocraties comme la Chine, la Russie et autres. Et en tout cas, à la limite, ce n'est même pas le sujet. Ce n'est pas vraiment le sujet pour le coup. Ça, par contre, c'est faire de la politique. C'est que quand il y a abus contre les droits de l'homme, et là c'est manifeste dans le cas d'Assange, et contre les droits de la presse et de la liberté d'expression, Attendez, nous devons intervenir. Nous devons intervenir. Assange a d'ailleurs fait des Russes pour intervenir dans la campagne américaine. Il a fait perdre Hillary Clinton, etc. Donc on ne va pas me faire… Philippe, je ne sais pas si on gagne à discuter comment on pèse au trébuchet les exactions en matière de droits de l'homme de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Moi, je ne pense pas qu'on gagne quoi que ce soit. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de faire une analyse concrète de chaque situation concrète. Et c'est ce que nous tentons de faire. Donc, je crois que c'est plus important que de savoir qui est plus que l'autre. Et pour ma part, je voudrais faire une suggestion, c'est que donc on va tout faire pour diffuser notre texte, là, que vous connaissez. Et ensuite, je propose que Patricia et Marie-Laure, si c'est possible qu'elles travaillent ensemble, comme nous, on a travaillé avec Jean-Philippe, que Patricia et Marie-Laure nous proposent un texte concernant Assange et les lanceurs d'alerte. Je souhaite que ce texte tienne compte du point de vue de Jean-Philippe tel qu'il a été exprimé tout à l'heure. Si réfléchissez bien, on est au Pen Club, on n'est pas au monde diplomatique, et qu'en conséquence, on n'aura pas la même tonalité que le monde diplomatique, on aura notre tonalité, les arguments de Jean-Philippe sont à prendre en compte, donc de toute façon, pour le publier, on prendra en compte ces arguments, donc il faut que vous prépariez quelque chose qui soit suffisamment fin, comme dirait Sylvestre, pour pouvoir prendre en compte le point de vue de tous. C'est ça que j'appelle la pluralité à l'intérieur du Pen Club et que je souhaite. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne où on impose tel ou tel point de vue par rapport aux autres, mais on a un éventail de points de vue dont on essaye de tenir compte pour pouvoir arriver à des textes qui satisfont la majorité, sinon la totalité de nos membres. Voilà. Est-ce qu'on pourrait être d'accord là-dessus? On décide que Patricia et Marie-Laure travaillent sur ce texte, sur un projet pour l'instant. Oui, moi je suis d'autant plus d'accord que ce que tu synthétises là, ça met en œuvre ce que l'on a appelé tout à l'heure le laboratoire conceptuel d'idées que constitue notre Pen Club français. Sylvestre, tu serais d'accord là-dessus? Mets ton micro. Oui, ça ne sera pas facile de trouver la ligne médiane, mais on peut la chercher, oui. C'est un principe, je pense, Jean. Bon, on ne va pas refaire le débat avec. Oui, j'avais levé la main et puis Antoine a pris la parole et je suis d'accord avec lui. Je pense que nous devons raisonner au cas par cas. Oui. Et en conséquence, en fonction de nos principes, quel que soit l'État concerné ou la puissance concernée, nous devons réagir selon des principes immuables, qui sont ceux de la charte du PEN et de nos convictions. OK. J'aimerais voir des lettres précédentes que vous avez faites pour voir
quelle est votre façon d'écrire des lettres au sujet du Pen Club? Patricia, le Pen Club a un site qui est très bien tenu par Colette Klein, et grâce à ce site, tu peux voir tout ce que nous avons fait depuis un an. Okay. Tout ce site reflète notre activité depuis un an. Okay. Je crois que rien n'a échappé au site. Monique, tu voulais dire quelque chose? Je précise dans la rubrique communiqué. Je voulais faire une remarque de côté qui est peut-être un peu ancienne par rapport à mes souvenirs d'engagement, mais j'y pense depuis le début. Et puis quand les gens à l'extérieur me demandent ce que c'est que le PEN, parce que ce n'est pas très connu, hein, finalement, ça vous le savez bien, je dis toujours, j'ai pris une image depuis longtemps qui vaut ce qu'elle vaut, en dehors des activités littéraires. Hein. Je dis toujours qu'on est un peu comme l'Amnesty International pour les écrivains et les gens qui écrivent, etc. Or, il me semble qu'Amnesty International, et là c'est du costaud, hein, c'est plus costaud que même le PEN international, vous le savez bien, s'occupe de politique, mais ne fait pas forcément de la politique, fait du politique ou s'inscrit dans la cité et travaille au cas par cas. Chaque pays, chaque groupe, dans chaque arrondissement de Paris, si vous voulez, s'il y a un groupe, on va avoir 3 cas. Enfin, ça fonctionnait comme ça quand j'y étais. Donc, quand on parle de cas et de façon d'être offensif sur des choses extrêmement précises, on pourrait peut-être en prendre de la graine. Mais je peux me tromper sur leur façon de faire globale maintenant. Bien. Je trouve qu'on leur ressemble en étant plus réduit. Bon, bah écoutez, voilà. Je ne sais pas ce qu'en penseraient d'autres personnes qui ont été proches d'Amnesty ou qui y sont. C'est bien ce qu'elle dit, Monique, très bien. Ça m'arrive. Ouais, je soutiens aussi. Parce que cas par cas. Si vous voulez, ce que j'entends là, même si je baisse le nez parce que je fais du crayonnage en même temps, mais ça m'aide à me concentrer, je suis fatiguée. Il ne faut surtout pas en ce moment qu'on se mette à avoir une sorte de panique, tellement la situation est effectivement catastrophique et agressive, pour ne parler que de l'ambiance française et des présidentielles, où c'est assez horrible. Enfin, à chaque fois, on dit que les présidentielles, on n'en connaîtra pas de pire, mais là, je pense que c'est bon, effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'en se recentrant peut-être sur quelques cas très précis, comme là pour Assange, ça peut être intéressant. Je trouve qu'on a une certaine fébrilité. Mais bon, c'est bien aussi qu'on discute sous ce mode entre nous, mais c'est la première fois que je nous entends avec cette fébrilité et je me demande si elle ne vient pas de l'extérieur. Donc, attention à préserver nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai l'air un peu pontifiante, excusez-moi. Notre ami Réa Yunluel qui a levé la main. Oui. Il faudrait qu'il mette son micro. Il n'a pas son micro. Il faut que tu ouvres ton micro. Il faut qu'il l'ouvre en bas. Maintenant, c'est bon. Ça va, c'est bon. Pour l'efficacité de certaines de nos actions, je peux vous proposer peut-être, comme on dit, préparer en tant que vidéo. Ça veut dire s'il y a un texte récité par vous et, comme on dit, et les images proposées, je peux mettre dans une enregistrement audiovisuel. Capsule. Je pense que ça peut être peut-être intéressant. Ben oui, ça peut être très intéressant. Et par exemple, le texte qui est maintenant finalisé et qui est notre prise de position concernant la géopolitique et la concentration, qu'on ne va pas appeler bollorisation, ce texte, il est fini. Donc, on peut te le donner. Tu peux effectivement en faire une présentation audiovisuelle si tu veux. Oui, mais j'ai besoin, comme on dit, un enregistrement de ce texte-là, peut-être par vous-même ou par une autre personne. Et les images qui conviennent aussi. Donc, je peux faire tout après. Ça il n'y a aucun problème. Ça peut être peut-être une autre façon de s'exprimer. Plus intéressant, je ne sais pas. Vous allez voir, on peut essayer, sinon. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et j'espère que nos démarches seront suivies de succès et que vous aurez un peu de plaisir dans cette fin d'année pour préparer une 101e année du Pen Club qui sera fructueuse, j'espère, comme l'a été la 100e.
Voilà, merci à tous. Ouais, tu vas prendre un lien avec Réa, donc il a envie de toi, je crois, de te voir et de te filmer. Tu vas le rappeler, je crois. Oui, on va discuter. Voilà. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Bonne fête à tous. Bonne soirée, bonne fête. Et un peu de douceur sur quelques jours. Bonsoir, bonne fête. Au revoir, Colette. Je coupe. Merci Colette. Bien, merci Colette. Bonsoir. Merci.